J'ai trouvé mon allée vide. Papa Harry, Damien l'a prise. Il en a plus besoin qu'un célibataire. Je n'ai pas discute. J'ai demandé, conduit-il avec ce mandat de DUI? Papa a pâli alors que je composais le 911. Je suis Julien. J'ai 28 ans. Mardi soir dernier, alors qu'une forte pluie du nord-ouest Pacifique s'abattait sur mon quartier, je me suis tenu dans mon allée et j'ai réalisé que mon propre père venait de donner les clés de ma Porsche 911 personnalisée à mon frère aîné, un bon à rien et criminel. Alors que je travaillais d'arrache-pied 60 heures par semaine pour assurer mon avenir financier, mes parents ont décidé avec désinvolture qu'il avait plus besoin de mon véhicule de luxe qu'un célibataire comme moi. Ils se sont moqués de moi au téléphone. Ils ont traité mes années de sang, de sueur et de sacrifice absolu comme un fonds communautaire destiné à servir l'enfant chéri de la famille. Ils m'ont dit que j'étais égoïste. Ils m'ont dit que je réagissais de manière excessive à une simple faveur. Mais il y avait un détail énorme qu'ils ignoraient. J'avais un traceur GPS premium en temps réel câblé profondément dans le tableau de bord de cette même voiture. Et je savais tout de son permis de conduire suspendu et de son mandat d'arrêt pour crime lié à un précédent DUI. Le volant de ma berline de location me semblait être du plastique creux et bon marché dans mes mains. Cela avait été une semaine brutale et impitoyable. En tant que gestionnaire senior des risques financiers au centre-ville de Seattle, je passais mes journées à analyser la dette d'entreprise, à restructurer des comptes massifs et à prévenir des pertes financières catastrophiques pour des clients de premier plan. Je venais de décrocher une promotion massive, ce qui signifiait que mon salaire avait considérablement augmenté, mais la pression écrasante aussi. Mon cerveau avait l'impression de fonctionner à l'épuisement total depuis des jours. J'avais passé les 12 dernières heures à regarder des feuilles de calcul interminables, à négocier avec des dirigeants d'entreprises hostiles et à boire du café de bureau brûlé et amer. Tout ce que je voulais au monde, c'était le bruit lourd et solide de ma porte d'entrée se refermant derrière moi. Je voulais le clic satisfaisant de mon peigne dormant se mettant en place. Je voulais le silence immaculé et méticuleusement contrôlé de ma propre maison. Je suis obsessionnel avec l'ordre et je ne m'en excuse absolument pas. Dans une vie définie par les caprices chaotiques et imprévisibles du marché financier mondial et les exigences constantes, épuisantes et toxiques de ma famille, ma maison et ma voiture étaient les seules choses que je possédais vraiment. Elles étaient mon sanctuaire absolu. J'avais récemment acheté cette maison, une belle propriété de premier ordre dans une banlieue calme et bien entretenue avec une association de propriétaires stricts. C'était mon château. J'ai tourné dans ma rue, laissant mes épaules tendues se relâcher pour la première fois depuis ce qui me semblait un siècle. Le cul-de-sac de banlieue était complètement silencieux, baigné par la douce lumière orange et brillante des lampadaires qui venaient de s'allumer contre le crépuscule. J'ai regardé vers mon allée, m'attendant pleinement à voir le miroitement élégant et gris ardoise de ma Porsche 911 Carrera reflétant les lampes. J'avais travaillé pendant 5 années brutales pour acheter cette voiture en espèces. C'était ma récompense pour chaque vacances manquée, chaque nuit tardive au bureau, chaque week-end passé à travailler acharnement à mon bureau pendant que mes pères étaient dans les bars. L'allée était totalement vide. J'ai freiné la voiture de location si fort que ma ceinture de sécurité s'est serrée contre ma poitrine, me coupant le souffle. J'ai cligné des yeux, frottant mes yeux fatigués, pensant honnêtement que j'étais peut-être si épuisé que j'avais garé dans la rue avant mon voyage d'affaires et que j'avais simplement oublié. J'ai vérifié le trottoir. Rien. J'ai regardé le vide béant de béton devant mon garage. Il était vide, marqué seulement par une vilaine tache d'huile foncée près du centre. J'avais juste nettoyé au jet d'eau cette allée il y a un mois. Ma voiture parfaitement entretenue ne fuyait pas l'huile. La panique ne m'a pas frappé comme un feu ardent. Elle m'a frappé comme un bloc de glace plongeant directement dans mes veines. C'était le sentiment d'une violation totale et profonde. Quelqu'un avait pris ma propriété. J'ai garé la voiture de location sur le trottoir, coupé le moteur et saisi mon smartphone de mes mains tremblantes. J'ai ouvert l'application de sécurité Ring pour vérifier la caméra de la sonnette. Je voulais rembobiner les images et voir exactement qui était entré sur ma propriété pendant que j'étais au travail. Le petit cercle bleu a tourné sur l'écran, cherchant une connexion. Puis un message audacieux et moqueur est apparu. Appareil hors ligne. J'ai froncé les sourcils. Une neuf froid se serrait au fond de mon estomac. J'ai basculé vers la caméra de projecteur montée directement au-dessus des portes de garage. Le cercle a tourné à nouveau. Appareil hors ligne. Je suis sorti de la voiture de location sous la bruine glaciale et j'ai levé les yeux vers ma maison.
La lumière du Porsche était éteinte. Les capteurs de mouvement rouge dans les fenêtres étaient morts. Quelqu'un avait manuellement coupé le disjoncteur principal à l'extérieur de la maison avant de prendre la voiture. Ce n'était pas une simple virée par des adolescents ennuyés cherchant des sensations fortes. Les voleurs de voitures brisent les vitres et court-circuitent les allumages au milieu de la nuit. Ils ne prennent pas la peine de localiser et de couper l'alimentation d'un système de sécurité domestique à moins qu'ils ne sachent exactement où se trouve le boîtier de service. Ils connaissaient l'agencement de la maison. Ils connaissaient mon emploi du temps. Ils savaient que j'étais absent. J'ai marché lentement le long de l'allée, mes chaussures de ville claquant contre le béton humide, et j'ai regardé cette tache d'huile fraîche. Ça sentait le vieux liquide de transmission. Ça sentait la négligence. Ça sentait mon frère. J'ai marché sur le côté de la maison où se trouvait le boîtier de service. Le lourd cadenas en acier que je gardais toujours dessus avait complètement disparu. Brisé net avec une pince coupante. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, les déverrouiller manuellement puisque le clavier électronique était complètement mort, et suis entré dans le couloir sombre. L'air à l'intérieur semblait lourd et vicié. Je n'ai même pas allumé la lampe de poche de mon téléphone. Je connaissais cette maison par cœur. J'ai traversé directement la cuisine pour me rendre au salon, directement vers la grande bibliothèque en chêne contre le mur du fond. Derrière une rangée de lourds manuels de finances se trouvait un petit coffre-fort mural. J'ai tourné le cadran avec une précision exercée dans l'obscurité. Gauche à 10, droite à 22, gauche à 6. La lourde porte métallique a cliqué et s'est ouverte. J'ai tendu la main à l'intérieur pour prendre la petite pochette en velours où je gardais mon porte-clés de secours. La clé principale était dans ma mallette, mais c'était la sauvegarde. Celle qui coûtait $600 à programmer chez le concessionnaire, celle que je gardais strictement pour les urgences absolues qui changent une vie. Mes doigts n'ont attrapé que de l'air vide. La pochette en velours avait disparu. Je suis resté là dans l'obscurité, fixant le coffre-fort ouvert. La réalisation ne m'a pas frappé comme un choc soudain et aigu. Elle est venue comme une confirmation lourde, épuisante et suffocante de tout ce que j'avais passé ma vie d'adulte à essayer d'ignorer à propos de mes parents biologiques. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran semblait aveuglant dans le salon sombre. J'ai ignoré les 40 emails professionnels non lus et j'ai appelé mon père. Victor. Il a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde enfin. J'entendais le rugissement distinct et fort d'un match de football à la télévision en arrière-plan. Mélangé au son d'une canette de bière qui s'ouvrait. Il semblait parfaitement détendu. Il semblait heureux. Et, Julien, tu es déjà rentré? Je pensais que ton vol n'atterrissait qu'à minuit. Papa, j'ai dit, gardant ma voix dangereusement basse et calme. Où est ma voiture? Il y a eu une longue et lourde pause à l'autre bout de la ligne. J'ai entendu le froissement de tissu, comme s'il se déplaçait confortablement dans son fauteuil inclinable en cuir usé. Puis un rire moqueur et dédaigneux, non pas le rire nerveux de quelqu'un qui a fait une erreur. Un rire arrogant et prétentieux. Détends-toi, Julien. Mon Dieu, tu vas te faire une crise cardiaque avec cette tension artérielle. La voiture est parfaitement en sécurité. Elle est avec la famille. Damien en avait besoin. Le nom a atterri comme un coup de poing physique dans mon ventre. Damien, mon frère de 32 ans, l'enfant chéri, l'homme qui n'avait jamais conservé un emploi stable plus de 3 mois, qui avait vécu toute sa vie à rebondir d'un désastre juridique auto-infligé à l'autre, s'attendant toujours à ce que quelqu'un d'autre paie la facture. Tu as donné ma Porsche à $130 000 à Damien, j'ai demandé, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Sans me demander, sans ma permission? Il a un entretien d'embauche très important demain matin pour un poste de directeur régional, a réprimandé Victor, son ton devenant immédiatement défensif et dégoulinant de condescendance. Et il a Clara avec lui. Elle est enceinte. Julien, tu sais qu'ils ne peuvent pas prendre le bus de ville ou un Uber bon marché. C'est complètement indigne pour un homme qui est sur le point d'être père. Il doit se présenter l'air très réussi. Indigne, j'ai répété, ma voix montant d'un cran. Papa, c'est ma propriété privée. Je paie une prime énorme sur la police d'assurance pour ce véhicule. Damien n'est pas un conducteur autorisé sur cette police. S'il la crache, c'est moi qui suis poursuivi. C'est moi dont les biens sont en jeu. Il ne la crachera pas, a claqué Victor avec colère, le masque du patriarche calme glissant. C'est un sacré bon conducteur.
Il n'a juste qu'une série de malchances. Pourquoi supposes-tu toujours le pire de ton propre frère? Il essaie de remettre sa vie sur les rails. Il a besoin d'avoir l'air de la partie pour cet entretien. Nous avons décidé en famille que les ressources devaient être allouées là où elles sont le plus nécessaires en ce moment. Tu es un célibataire. Tu travailles à un bureau toute la journée. À quoi te sert une machine comme ça de toute façon? Juste pour te montrer à tes amis snobs. L'égoïste Julien. Tu thésaurises une voiture de luxe pendant que ton propre sang et ta chair luttent pour fonder une famille. J'ai acheté cette voiture parce que je l'ai gagnée, j'ai dit, ma voix tombant dans un murmure bas et dur qui a résonné dans la pièce vide. J'ai gagné chaque centime. Dis-moi où il est en ce moment. Je ne sais pas où il est allé. Probablement à préparer son entretien et à passer une bonne nuit de sommeil. Arrête de me déranger. Le match est au 4e quart-temps. Essaie d'être un bon frère pour une fois dans ta misérable vie. La ligne est devenue complètement muette. Il m'a raccroché au nez. J'ai baissé le téléphone, pris une grande respiration pour calmer mon cœur qui s'emballait, et j'ai ouvert l'application de suivi premium du constructeur automobile. Je payais un abonnement mensuel élevé pour ce service satellite avancé, et je n'avais jamais eu besoin de l'utiliser avant ce soir. J'ai appuyé sur le bouton localiser le véhicule. L'écran s'est chargé et un point bleu vif est apparu sur la carte numérique. Il n'était pas garé en toute sécurité chez mes parents. Il n'était pas au complexe d'appartements bon marché et délabré de Damien. Il n'était dans aucun parc de bureaux d'entreprise à se préparer pour un entretien d'embauche. Le point bleu bougeait. Il était sur l'Interstate 5, en direction du sud à 95 000 par heure, et il se dirigeait droit vers le quartier des casinos de la réserve. J'ai quitté l'application de suivi et j'ai rouvert le numéroteur du téléphone. J'ai supprimé le contact de Victor de l'écran. J'ai tapé 3 numéros. 911. 911, quelle est votre urgence? A demandé la répartitrice, sa voix nette et professionnelle. Je dois signaler un vol de voiture en cours, j'ai dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai sonné exactement comme je le faisais au travail en gérant une crise d'entreprise de plusieurs millions de dollars pour un client. Mon véhicule a été pris de mon allée sécurisée au cours de la dernière heure. Le suspect est mon frère Damien. Il l'a pris sans mon consentement en utilisant une clé de secours volée chez moi. D'accord, monsieur. Savez-vous où se trouve actuellement le véhicule? Oui, j'ai un traceur GPS en direct dessus, mais vous devez savoir autre chose avant que vos agents ne l'approchent. Il a un permis suspendu et je crois fermement qu'il a un mandat d'arrêt actif pour crime lié à un précédent DUI. Il conduit une voiture de sport haute performance à des vitesses incroyablement élevées sur l'autoroute. Le ton de la répartitrice a instantanément changé, passant d'une collecte de données de routine à une action très urgente. Restez en ligne, monsieur. Nous envoyons des unités de la patrouille routière dans ce secteur en ce moment même. Je pensais que le pire était de faire cet appel et de dénoncer mon propre sang. J'avais tellement tort. Le cauchemar ne faisait que commencer. Alors que je me tenais dans le salon sombre, attendant l'arrivée de la police locale pour prendre ma déclaration officielle. Le clignotement bleu sur l'écran de mon téléphone a ramené un flot massif et suffocant de souvenirs amers. Cette situation ne concernait pas seulement la Porsche. Il ne s'agissait jamais seulement d'une voiture. Il s'agissait d'un schéma générationnel profondément ancré d'abus financiers qui avait défini toute mon existence au sein de cette structure familiale. J'ai fermé les yeux, appuyé ma tête contre le mur froid, et soudain je n'étais plus un gestionnaire financier de 28 ans. J'avais à nouveau 18 ans. Je me tenais dans la cuisine exiguë et décolorée de ma maison d'enfance, serrant une lettre d'acceptation universitaire dans mes mains calleuses. J'avais travaillé 2 emplois éreintants et démoralisants tout au long du lycée juste pour pouvoir payer les frais de scolarité de l'université d'État. Je passais mes jours de semaine à frotter des grilles graisseuses dans un restaurant local jusqu'à ce que mes mains aient des ampoules et sentent en permanence l'huile de friture. Je passais mes week-ends à transporter du bois lourd et des sacs de béton dans une quincaillerie locale. Je n'allais pas aux fêtes. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Je n'ai même pas été à mon propre bal de fin d'année. J'ai économisé chaque dollar que je gagnais, le plaçant dans une lourde boîte métallique cachée au fond de mon placard de chambre. Ce fonds universitaire était mon unique billet pour sortir d'une vie de misère de salaire en salaire. J'avais exactement 2000 dollars d'économisés pour mon acompte de logement de première année. Je me souviens très bien de l'après-midi du mardi où je suis allé chercher l'argent pour payer le bureau du caissier de l'université.
J'ai sorti la boîte, déverrouillé le petit cadenas et ouvert le couvercle. Elle était complètement vide. J'ai descendu les escaliers en panique totale, mon cœur battant contre mes côtes. Convaincu que notre maison avait été cambriolée, j'ai fait irruption dans la cuisine et j'ai trouvé Victor assis à table, léchant calmement son pouce et comptant une épaisse pile de billets de 20 $. Mes billets, ceux qui sentaient légèrement la graisse de restaurant. Damien a besoin d'une voiture fiable, avait dit Victor ce jour-là, ne prenant même pas la peine de me regarder alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte, hyperventilant. Il ne peut pas emmener une fille décente à vélo. Julien, c'est un jeune homme. Il a besoin de confiance pour se lancer dans le monde et faire quelque chose de lui-même. Mais c'est mon fond universitaire, j'ai étouffé. Des larmes de pure frustration et de trahison me brûlaient les yeux. J'ai travaillé 2 ans d'affilée pour cet argent. J'en ai besoin avant vendredi où je perds ma chambre d'étudiant. Tu es intelligent, a haussé les épaules Victor, glissant l'argent dans une enveloppe bancaire et la scellant. Tu t'en sortiras. Tu peux obtenir un prêt étudiant comme tout le monde. Damien n'est pas comme toi. L'école n'est pas son truc. Il a besoin d'un coup de pouce dans la vie. Et c'est notre travail en tant que famille de le lui fournir quand il a des difficultés. Il a pris ma sueur, mon sang et mon avenir. Et il a acheté à Damien une Mustang d'occasion. Damien a pris cette Mustang et l'a complètement démolie exactement 3 semaines plus tard en faisant des courses de dragster avec ses amis sur un parking vide de Walmart. Il s'en est sorti sans une seule égratignure. Je me suis retrouvé avec 40 000 $ de dettes de prêts étudiants à taux d'intérêt élevés. Il m'a fallu des années de doubles équipes, de repas sautés et de vie dans de minuscules appartements infestés de cafards pour rembourser cette dette. Damien ne s'est jamais excusé. Victor n'a jamais proposé de me rembourser un seul sou. C'était juste le coût de la vie en tant que membre de cette famille. Avance rapide de 2 ans. J'avais enfin atteint une réelle stabilité financière. Je construisais mon 4 cents 1K. J'avais un bon crédit et je regardais l'immobilier. Ma mère Sylvie m'a appelé au milieu d'une journée de travail critique, en pleine crise d'hystérie. Elle a dit que Victor avait de graves douleurs thoraciques. Son bras gauche s'engourdissait et il s'effondrait. J'ai tout laissé tomber, quitté une réunion client majeure qui a failli me coûter mon emploi, et traversé la circulation urbaine jusqu'à l'hôpital. Il s'est avéré que c'était une grave indigestion causée par un déjeuner épicé dans un buffet bon marché. Mais la peur médicale a fait son travail parfaitement. Ils ont joué sur ma culpabilité persistante avec brio dans cette salle d'attente stérile de l'hôpital, sentant l'eau de javel industrielle et l'anxiété. Ils m'ont acculé. Ils m'ont convaincu d'ouvrir un compte bancaire d'urgence conjoint avec Victor. Juste au cas où quelque chose m'arrive, Julien. Victor avait sifflé, assis dans le lit d'hôpital, jouant parfaitement le rôle du patriarche mourant. Juste pour que tu puisses aider ta mère avec le paiement de l'hypothèque ou payer une ambulance si mon cœur lâche enfin. J'ai mis 5 000 $ sur ce compte comme tampon et je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. J'étais le fils qui réussissait. C'était mon devoir. Et dans un moment de stupidité absolue et insondable, alimenté par un sentiment mal placé de devoir filial, j'ai donné à Victor la clé de secours de ma maison et le porte-clés de rechange de ma voiture. C'est seulement pour les urgences vitales, je lui avais dit fermement, lui pressant les clés dans la main. Si la maison prend feu ou s'il y a une crise médicale majeure et que vous avez besoin d'un véhicule fiable. Il m'a regardé droit dans les yeux, m'a serré l'épaule et a juré sur sa vie qu'il respecterait mes limites. La confiance est un mot très drôle dans mon écosystème familial. Cela signifie généralement une invitation ouverte à être complètement dépouillé pendant qu'il vous sourit. Mon téléphone a vibré violemment, me ramenant à la réalité présente de mon salon sombre et froid. Un message texte de ma tante Béatrice a éclairé l'écran. Je ne savais même pas comment elle était au courant de la dispute, mais les mauvaises nouvelles voyagent à la vitesse de la lumière avec ces gens. Julien, ton père m'a appelé en pleurs. Il a dit que tu lui criais dessus à cause d'une stupide voiture. S'il te plaît, calme-toi et sois raisonnable. La famille est tout. Damien traverse une période très difficile en ce moment avec les problèmes de garde et le bébé qui arrive. Ne crée pas de drame inutile. Nous discuterons de tout ça au dîner de Thanksgiving. J'ai fixé le texte avec un dégoût pur. Tante Béatrice était l'informateur désigné de la famille. C'était elle qui m'accostait toujours aux enterrements de famille et au dîner de Thanksgiving, me sondant agressivement sur mon salaire, ma récente promotion et mes investissements immobiliers.
Elle recueillait des informations sur l'argent que j'avais, puis le rapportait directement à Victor et Sylvie afin qu'ils puissent calculer exactement combien ils pouvaient m'extraire. Ils avaient tout un écosystème bâti sur l'extraction de valeur de mon succès pour subventionner les échecs constants et interminables de Damien. Les lumières rouges et bleues clignotantes d'une voiture de patrouille ont balayé les murs de mon salon, me tirant de mes pensées. Je suis sorti dans l'air froid et pluvieux de la nuit. L'agent Ramirez, un flic au visage sévère, d'une carrure imposante, avec une cicatrice délavée sur le menton et un comportement sans chichi, est sorti du véhicule. « Monsieur Julien » a-t-il demandé, ajustant sa lourde ceinture de service. « Vous avez signalé un véhicule volé par un membre de votre famille. » J'ai hoché la tête et lui ai tendu un dossier en plastique contenant mon permis de conduire, le titre de propriété original de la Porsche et ma carte d'assurance actuelle. Mon nom est le seul et unique sur ce titre. Mon père lui a donné la clé d'urgence sans ma permission. J'ai explicitement dit à mon père au téléphone il y a 20 minutes de rendre le véhicule immédiatement et il a complètement refusé. Ramirez a soupiré lourdement, son souffle visible dans l'air froid, et m'a rendu les papiers. Écoutez, je dois être complètement honnête avec vous, monsieur. Si votre père lui a donné la clé, l'intention légale devient très floue. Habituellement, le procureur envoie ces affaires comme des affaires civiles. Les litiges familiaux relèvent de la médiation civile ou du tribunal des petites créances. Pas du tribunal pénal. Vérifiez son casier judiciaire, les jeux interrompus, ma voix dure et intransigeante. Recherchez son nom tout de suite. Damien. Date de naissance ? 12 août. Ramirez m'a regardé attentivement, m'évaluant, réalisant que je n'étais pas seulement une victime hystérique. Puis il a actionné la radio sur son épaule. Dispatch, vérifiez un nom pour les mandats d'arrêt. Damien, comté de King. Nous sommes restés dans un silence absolu pendant 30 secondes angoissantes sur mon allée. Puis la voix de la répartitrice a crépité à travers la radio, forte et claire dans le quartier calme. Le sujet revient avec un permis suspendu, 2e degré. Mandat d'arrêt actif pour crime pour non-comparution sur une accusation de conduite sous influence antérieure. Attention, le sujet a un historique documenté de résistance à l'arrestation. L'épuisement de Ramirez a disparu en un instant. L'agacement de traiter un banal conflit familial a été entièrement remplacé par la concentration nette et inébranlable d'un policier qui venait de trouver une cible de haute priorité. D'accord, ça change tout. Nous ne sommes plus seulement face à une utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Nous avons un criminel recherché qui conduit une voiture de sport haute performance avec un permis suspendu. Où est-il exactement en ce moment ? J'ai levé mon téléphone, lui montrant la carte satellite en direct. Il est actuellement immobile. Il a quitté l'autoroute il y a 5 minutes. Il est sur le parking du Liquor Barn sur la 88e rue. Montez à l'avant, a ordonné Ramirez, ouvrant la lourde porte du véhicule de patrouille. Gardez cette application ouverte et l'écran lumineux. Vous nous guidez. Mais je vous préviens tout de suite, mon garçon. Une fois que nous aurons initié cet arrêt pour crime, vous ne pourrez pas faire marche arrière juste parce qu'il partage votre sang. Si nous y allons jusqu'au bout. Je n'ai absolument aucune intention de faire marche arrière, j'ai dit, montant dans le lourd siège passager de la voiture de police. L'odeur de café éventé, de nettoyant antibactérien industriel et de vieille adrénaline remplissait l'habitacle. Nous avons roulé vite dans les rues sombres, les sirènes complètement éteintes pour maintenir l'élément de surprise. J'ai regardé le point bleu pulser sur mon écran, se rapprochant de plus en plus. J'étais sur le point de larguer une bombe massive sur ma famille, mais je n'avais absolument aucune idée de l'ampleur catastrophique du souffle. Nous sommes entrés dans le parking sombre et criblé de nids de poules du Liquor Barn. C'était un établissement délabré et incroyablement minable, entouré d'entrepôts commerciaux abandonnés et de clôtures grillagées. L'enseigne au néon bourdonnait bruyamment dans l'air humide, projetant de longues et vilaines ombres sur le trottoir mouillé. Ramirez a coupé les phares du véhicule alors que nous nous arrêtions en silence à l'extrémité du parking, dissimulé dans l'obscurité. Et là, elle était, ma Porsche 911 Carrera grise ardoise, brillant sous les lumières vacillantes et bon marché du néon. Elle semblait entièrement étrangère dans cet environnement sale, comme un diamant impeccable tombé dans une boue pleine de déchets. Et pire, elle était garée en diagonale sur 2 places de stationnement clairement marquées pour personnes handicapées, juste devant les portes vitrées principales. Damien était appuyé nonchalamment contre la portière côté conducteur. Il portait un sweat à capuche délavée et trop grand et un jean ample.
Il riait bruyamment dans son téléphone portable, sa voix portant à travers le parking vide. Il avait une cigarette allumée dans sa main droite. Alors que je regardais depuis l'obscurité de la voiture de police, mon estomac s'est transformé en une pierre solide et lourde. Il a jeté les cendres de sa cigarette directement sur la peinture immaculée et polie de mon capot. J'ai ressenti une poussée de rage pure, non filtrée et aveuglante que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Il traitait le symbole ultime de mon travail acharné, de mes nuits tardives et de mes sacrifices financiers comme un cendrier bon marché et jetable. C'est lui, j'ai dit à Ramirez, pointant du doigt à travers le pare-brise strié de pluie. Et c'est ma voiture. Il fume directement sur la peinture, a remarqué Ramirez, secouant la tête de dégoût, reconnaissant un homme qui n'avait absolument aucun respect pour quoi que ce soit. D'accord, restez dans le véhicule jusqu'à ce que je sécurise la scène. Ne sortez pas avant que je ne vous donne le feu vert. Ramirez a ouvert sa portière et a allumé la barre lumineuse d'urgence. Le véhicule de police a éclaté dans un affichage aveuglant et chaotique de stroboscope rouge et bleu qui a éclairé tout le parking, se reflétant sur les flaques et la devanture en verre. Il a actionné la sirène pendant une fraction de seconde, un cri aigu et assourdissant qui a fendu la nuit comme un couteau. Damien a tressailli violemment. Il a laissé tomber son téléphone et sa cigarette sur l'asphalte mouillé, mais il n'a pas levé les mains en l'air. Il a plissé les yeux face aux lumières éblouissantes de la police, mettant une main sur ses yeux, ayant l'air incroyablement agacé plutôt qu'effrayé. Il ressemblait à un homme habitué à se tirer d'affaire. « Police !» a crié Ramirez, utilisant la lourde portière du véhicule comme bouclier balistique, sa main droite posée fermement sur son arme holstée. « Éloignez-vous du véhicule immédiatement. Laissez-moi voir vos mains. Mettez-les où je peux les voir. WOWO. Détendez-vous, mec, a hurlé Damien en retour, sa voix dégoulinante de cette attitude arrogante et profondément prétentieuse que je détestais si profondément. J'achète juste une bouteille de tequila. Quel est votre problème? Je n'ai rien fait de mal. Éloignez-vous du véhicule et posez vos mains à plat sur le capot. Faites-le maintenant. C'est du harcèlement absolu, a crié Damien, bien qu'il ait lentement fait un pas en arrière de la porte. Ses mains levées en signe de fausse reddition. Mon père possède cette voiture. Vous pouvez l'appeler tout de suite. Victor, c'est un homme respecté. Il vous dira que j'ai la permission complète de la conduire. Je ne pouvais pas rester assis sur le siège passager et l'écouter mentir. Je ne pouvais pas rester assis et l'écouter utiliser le nom de Victor comme un bouclier à l'épreuve des balles pour son comportement criminel. J'ai poussé la lourde porte passager et suis sorti sous les lumières stroboscopiques. La pluie froide a frappé mon visage. Damien a vu du mouvement. Il a regardé au-delà de l'agent Ramirez et a croisé mon regard. Son expression arrogante a disparu instantanément, remplacée par un masque de fureur pure, laide et non filtré. Julien, a-t-il bégayé, complètement déconcerté, son cerveau luttant pour comprendre pourquoi je sortais d'une voiture de flic. Tu as appelé les flics pour moi? Tu es complètement fou? Pour une voiture. Tu as volé ma voiture, Damien, j'ai dit, ma voix tranchant net la tension dans le parking. Et tu n'as pas de permis de conduire valide. Tu as un mandat d'arrêt. C'est une voiture de famille, espèce de salaud égoïste, a-t-il crié, son visage virant au rouge. Il a fait un pas agressif vers moi, ses poings serrés. Reculez tout de suite, a rugi Ramirez, avançant rapidement vers lui, couvrant la distance en 3 longues enjambées. C'est mon frère, a hurlé Damien à l'officier, pointant un doigt tremblant vers moi. Espèce de bâtard absolu. Papa a dit que je pouvais la prendre. Tu fais sérieusement arrêter ton propre frère pour une simple virée? J'ai un entretien demain. Tu me ruines la vie. Tu es dans un magasin d'alcool, Damien, j'ai rétorqué. Ton grand entretien de directeur régional est-il avec José Cuervo? Allais-tu parier ton bonus de signature au casino ce soir? Damien s'est précipité en avant dans une frustration pure et non diluée. Il a donné un coup de pied dans le pneu avant de ma Porsche avec sa botte à embout d'acier. C'était la limite absolue. Ramirez a agi avec une vitesse terrifiante et exercée. Il a attrapé Damien par le poignet, l'a fait tournoyer violemment et l'a plaqué poitrine contre le mur de briques rugueux du magasin d'alcool. Heureusement, le tenant loin de la peinture délicate de ma voiture. Clic, clic. Le son des lourdes menottes en acier se verrouillant en place était le son le plus beau et le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis des années.
Il a résonné sur les murs de briques avec une finalité absolue. Vous êtes en état d'arrestation pour grand vol de voiture et conduite avec un permis suspendu, a déclaré calmement Ramirez, récitant les accusations en palpant Damien pour les armes. Tandis que Ramirez marchait avec un Damien en difficulté et jurant vers l'arrière du véhicule de patrouille, Damien n'avait pas l'air désolé. Il ne ressemblait pas à un homme qui avait réalisé qu'il avait fait une erreur. Il me regardait avec une haine pure et non diluée. « Papa va absolument te détruire pour ça » siffla Damien, crachant les mots sur moi alors qu'il était poussé vers le bas. « Tu es mort pour cette famille. Tu m'entends? Tu es mort. » Ramirez l'a poussé sur le siège arrière en plastique dur et a claqué la porte, coupant sa diatribe. J'ai marché lentement vers ma Porsche. J'ai ramassé la sale cigarette qu'il avait laissée tomber. J'ai sorti un chiffon en microfibre que je gardais toujours dans ma poche de manteau et j'ai soigneusement essuyé la tache de cendre sur le capot. « Tu peux la ramener à la maison » a demandé Ramirez, s'approchant de moi, me tendant une carte de visite avec un numéro de dossier gribouillé au dos. « Oui » j'ai dit, prenant une profonde inspiration, l'adrénaline quittant lentement mon système. « Merci, officier. Vraiment. » Quand je suis finalement entré dans mon garage et que j'ai verrouillé la lourde porte derrière moi, la maison était silencieuse, mais mon monde numérique explosait. Je suis entré dans la cuisine, me suis versé un grand verre d'eau froide et j'ai posé mon téléphone, face vers le haut, sur le comptoir en granit. Il vibrait si violemment et constamment qu'il se déplaçait en cercle lent sur la surface lisse de la pierre. J'avais 42 appels manqués, un barrage incessant de messages textes de ma mère, de mon père, de tante Béatrice et même de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis un enterrement. Maman. Damien est dans une cellule de détention, une cellule de béton froide avec des criminels. Il est claustrophobe. Comment peux-tu dormir cette nuit en sachant que ton propre frère souffre? Papa, si tu n'appelles pas la police et n'abandonnes pas ces charges d'ici demain matin, ne te donne pas la peine de venir au dîner de Thanksgiving. Ne te donne pas la peine de t'appeler mon fils. Tu es définitivement renié. Je te retirerai du testament. Renié. Retiré du testament. J'ai fixé les mots. C'était une menace complètement vide de sens de la part d'un homme qui n'avait absolument plus aucun levier et certainement aucun héritage à transmettre. On ne peut pas renier la seule personne de la famille qui a réellement une valeur nette positive et une carrière. Puis un nouveau texte de Sylvie est apparu sur l'écran et cela m'a fait faire une pause, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Maman. Julien, chéri, nous avons vraiment besoin de parler. Plus de disputes, juste la famille. S'il te plaît, viens dîner vendredi soir. Je te prépare ton rôti de bœuf préféré. Résolvons toute cette laideur avant l'audience de mise en accusation de Damien lundi. Apporte les documents légaux pour abandonner les accusations et nous pourrons avancer et guérir. C'était un piège flagrant et évident. Il rassemblait le clan pour m'acculer. Il prévoyait de me prendre à partie avec de faux pleurs, une culpabilité écrasante et une pression familiale extrême pour me forcer à revenir sur ma déclaration officielle à la police. Il voulait que je me soumette, que je rentre dans le rang et que je continue à payer pour la vie de Damien. Parfait. J'ai tapé une seule phrase en retour. Je serai là à 18h. J'ai quitté la banque et j'ai roulé directement jusqu'à un imprimeur d'entreprise locale. J'ai passé les 2 heures suivantes à organiser chaque preuve. J'ai acheté 3 classeurs professionnels robustes. Je les ai étiquetés méticuleusement. J'ai surligné les mensonges, les dates et les montants en jaune fluo. J'ai imprimé le procès-verbal d'assurance détaillant la voiture totalement détruite. J'ai imprimé le relevé bancaire prouvant le vol pour la caution. J'ai imprimé les journaux de suivi GPS prouvant que Damien se dirigeait vers un casino, pas un entretien d'embauche. Je construisais un dossier étanche et indéniable. S'ils voulaient jouer au tribunal familial dans leur salon, c'était absolument très bien pour moi. Mais je n'allais plus jouer le rôle du défendeur. J'allais être le juge, le jury et le bourreau. Le vendredi soir est arrivé. Je me suis habillé d'un blazer noir ajusté et élégant, mon armure d'entreprise. J'ai rangé les 3 lourds classeurs dans ma mallette en cuir. Alors que je roulais vers la maison de mes parents, le ciel était gris foncé et lourd de pluie glaciale. Je savais exactement ce qui m'attendait derrière leur porte d'entrée. Ils pensaient que je venais me rendre. Ils pensaient que j'étais toujours le distributeur automatique obéissant et pathétique, désespéré de leur amour et de leur approbation conditionnelle. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient d'inviter un auditeur dans la tanière du lion.
Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 45 minutes. Mais assis au volant de cette berline de location générique, cela ressemblait à une marche exténuante vers le bloc du bourreau. La pluie du nord-ouest Pacifique s'était transformée en une averse glaciale et incessante, rendant les routes sombres de banlieue glissantes et brouillant les phares de la circulation venant en sens inverse. Le bruit rythmique des essuie-glaces était le seul son me maintenant ancré dans la réalité. J'ai serré fermement le volant en cuir, mon esprit rejouant chaque pièce de preuve financière, rangée en toute sécurité dans la lourde mallette en cuir posée sur le siège passager à côté de moi. J'ai tourné dans leur rue familière et ralenti, laissant la voiture de location avancer lentement le long du trottoir. Leur maison était une coloniale de taille moyenne, du genre avec un revêtement en vinyle immaculé, des fenêtres parfaitement symétriques et une pelouse impeccablement entretenue qui faisait un travail fantastique pour cacher la pourriture absolue à l'intérieur des murs. L'allée était complètement pleine, exactement comme je l'avais anticipé. J'ai reconnu le vieux pick-up rouillé de mon père. J'ai reconnu la berline de location bon marché que ma mère conduisait actuellement, mais il y avait deux autres véhicules garés agressivement dans la rue, occupant l'espace devant la boîte aux lettres. L'un était un pick-up lourd et personnalisé appartenant à mon oncle Oscar. Oscar était le frère cadet de Victor. C'était un entrepreneur commercial très prospère, un homme qui avait bâti une petite fortune dans l'immobilier et qui se targuait de valeurs familiales à l'ancienne et d'intimidation par la force brute. L'autre véhicule était une Lexus argentée immaculée appartenant à ma tante Béatrice. J'ai garé la voiture de location à mi-chemin de la rue, coupé le moteur et je suis resté assis là dans l'obscurité un instant. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air froid remplir mes poumons. Ils avaient appelé la cavalerie. Ils avaient convoqué la famille élargie pour agir en tant que tribunal, un mur physique de culpabilité destiné à m'écraser dans une soumission totale. Ils croyaient honnêtement que si l'oncle Oscar me regardait avec sa stature imposante, et que tante Béatrice me faisait honte avec sa langue acérée, je m'effondrerais exactement comme je le faisais quand j'étais un adolescent insécure. Ils s'attendaient pleinement à ce que j'entre ce soir-là pour implorer leur pardon à genoux pour avoir fait arrêter mon frère. Ils pensaient que je venais faire un chèque. J'ai attrapé l'épaisse mallette en cuir. Elle pesait au moins 10 livres avec tous les documents, les dossiers judiciaires et les données satellites imprimées. C'était comme une arme. J'ai marché le long de l'allée en béton, la pluie glaciale s'infiltrant à travers les épaules de mon blazer ajusté. Je suis monté sur le porche couvert. Je n'ai pas pris la peine de sonner. J'ai sorti la clé de rechange de ma poche, la clé en laiton d'origine que je n'avais jamais rendue, et j'ai déverrouillé la porte d'entrée. L'odeur immédiate m'a frappé comme un mur physique dès que j'ai franchi le seuil. C'était le parfum riche et savoureux du rôti de bœuf mijoté, des oignons rôtis et du pain fraîchement cuit. C'était l'odeur exacte de chaque dîner de Thanksgiving de mon enfance, de chaque rassemblement dominical, de chaque fête où nous faisions semblant d'être normaux. C'était l'odeur calculée du confort. Et à ce moment-là, cela me donnait complètement la nausée. C'était un piège. Je suis entré dans le hall faiblement éclairé, j'ai secoué l'appui de mon manteau et j'ai refermé la lourde porte en chêne derrière moi. La maison était silencieuse. J'ai marché lentement dans le couloir et suis entré dans le salon. Ils étaient tous là, parfaitement arrangés comme un grand jury, attendant de prononcer une sentence sur un accusé désobéissant. Victor était assis dans son grand fauteuil inclinable en cuir au centre de la pièce. Il avait son bras droit entièrement enveloppé dans une écharpe médicale, jouant le rôle du patriarche frêle et mourant à la perfection absolue. Son visage était pâle, ses yeux à moitié fermés, tirés dans un masque de souffrance profonde et agonisante. Sylvie était assise sur le bord du canapé fleuri, serrant un mouchoir froissé contre sa poitrine, ses yeux rouges et gonflés par ce que je savais être des heures de pleurs stratégiquement mis en scène. Tante Béatrice se tenait rigidement près de la cheminée en briques. Ses bras étaient fermement croisés sur son cher pull en cachemire. Ses yeux se sont plissés d'un mépris pur et non dilué. Oncle Oscar était assis sur le grand pouf en cuir, ses mains massives et calleuses reposant lourdement sur ses genoux, projetant une aura d'immense déception et de menace physique. Et, nichée dans le coin le plus éloigné, assise sur une chaise pliante en bois dur qui semblait incroyablement inconfortable, se trouvait Clara, la petite amie de Damien. Elle était enceinte de 7 mois. Elle avait l'air incroyablement petite, épuisée et complètement terrifiée. Ses mains reposaient protectriquement sur son ventre gonflé, ses yeux s'agitant nerveusement dans la pièce. La tension dans la pièce était si incroyablement épaisse qu'on pouvait presque s'y étouffer. Au moment où j'ai posé le pied sur le tapis du salon, chaque paire d'yeux s'est verrouillé sur moi.
Personne n'a offert un salut chaleureux. Personne n'a proposé de prendre mon manteau mouillé. Personne ne m'a offert un verre d'eau. Tante Béatrice a été la toute première personne à briser le silence. Elle l'était toujours. Tu as un aplomb incroyable de montrer ta tête dans cette maison, Julien, a-t-elle craché, sa voix dégoulinante de pur venin. En entrant ici dans ton costume d'entreprise coûteux après avoir mis ton propre sang et ta chair dans une cage de béton avec de vrais criminels. Bonjour à vous aussi, Béatrice, j'ai dit calmement, ignorant complètement sa vitriole. Je ne me suis pas assis. J'ai marché directement au centre de la pièce, me tenant fermement entre la grande télévision et la lourde table basse en chêne. J'ai posé la lourde mallette en cuir sur la solide table en bois. Le bruit sourd a résonné dans la pièce silencieuse. Victor a bougé dans son fauteuil inclinable, laissant échapper un gémissement aigu et dramatique comme si le simple fait de bouger son bras lui causait une agonie indicible. « Assieds-toi, Julien » a-t-il commandé. Sa voix était intentionnellement faible, rauque et pleine d'une douleur fabriquée. « Nous allons régler ce gâchis horrible ce soir. Tu vas sortir ton téléphone, appeler le procureur tout de suite sur haut-parleur. Tu vas lui dire que tu as fait une terrible erreur émotionnelle. Tu vas dire que tu as simplement oublié que tu avais prêté la voiture à Damien. J'ai regardé l'homme qui avait volé mon fonds universitaire. L'homme qui m'avait menti maintes et maintes fois. Non, j'ai dit doucement, ma voix complètement dénuée d'émotion. Je ne ferai absolument pas ça. Fais-le tout de suite, a gémi Sylvie de façon dramatique, jetant son mouchoir froissé sur le sol et pressant ses mains sur son visage. Pense au bébé innocent. Pense à la pauvre Clara. Veux-tu que ton propre neveu naisse alors que son père est enfermé dans une prison d'État? N'as-tu donc aucun cœur? Tu es un monstre. J'ai jeté un coup d'œil à Clara. Elle a tressailli sous la voix forte et perçante de Sylvie, se recroquevillant encore plus sur la chaise pliante, ayant l'air de vouloir disparaître complètement. Je suis la seule personne dans toute cette pièce à penser réellement à Clara et à la sécurité de ce bébé, j'ai dit, ma voix incroyablement stable et froide. C'est exactement pourquoi je suis ici ce soir. Oncle Oscar s'est penché en avant, son lourd front se plissant profondément. C'était un homme très observateur dans le monde des affaires et il a été le tout premier de la pièce à sentir que la dynamique du pouvoir était complètement inversée. Je ne regardais pas le sol avec honte. Je ne tremblais pas sous leur regard collectif. Je les regardais avec les yeux froids et calculateurs d'un homme qui détenait toutes les cartes. « Quel est ton sale jeu ici, Julien ?» a demandé Oscar, sa voix grave grondant comme le tonnerre dans la petite pièce. « Ton père est physiquement malade. Ta mère est un désastre total. Tu as pris une décision hâtive et colérique à cause d'un morceau de métal. Sois un homme. Laisse tomber les accusations de crime. Fais sortir ton frère de cette cellule et règle ça discrètement au sein de la famille. Nous n'impliquons pas la loi dans les affaires de la famille Rossi. Je ne suis pas ici pour négocier un règlement, Oscar, j'ai annoncé, regardant autour de la pièce, m'assurant d'établir un contact visuel direct avec chaque personne. Je ne suis pas ici pour m'excuser. Et je ne suis absolument pas ici pour abandonner une seule accusation contre Damien. Je suis ici pour vous montrer exactement qui est Damien. Et je suis ici pour montrer à tout le monde dans cette pièce exactement qui sont Victor et Sylvie. N'ose pas manquer de respect à tes parents en ma présence, a crié Béatrice, faisant un pas agressif en avant de la cheminée. Nous avons passé des heures à discuter de ton égoïsme absolu. Nous savons exactement combien d'argent tu gagnes. Nous connaissons ton salaire. Tu as des biens immobiliers de premier ordre. Tu as un 401K massif. Tu viens d'avoir une énorme promotion. Et tu veux complètement détruire la vie de ton frère à cause d'une stupide balade en voiture. Ce n'était pas une balade en voiture, j'ai dit, dézippant la lourde mallette en cuir. Le son métallique de la fermeture éclair a coupé la pièce. J'étais sur le point de leur montrer que la complaisance est le piège le plus dangereux dans lequel un menteur peut tomber. J'ai fouillé profondément dans la mallette et j'en ai sorti les 3 énormes classeurs à onglets que j'avais méticuleusement préparés ce matin-là. Je les ai laissés tomber sur le centre de la table basse en chêne, un par un. Boum, boum, boum. Le poids physique des preuves a fait trembler la table visiblement. J'ai pris le premier classeur, le classeur rouge. Commençons par les mensonges que nous nous racontons juste pour maintenir la paix, j'ai dit, regardant directement ma mère. Les yeux de Sylvie se sont écarquillés de panique sincère, et elle a pressé son dos fort contre les coussins du canapé fleuri, réalisant que ce n'était pas l'intervention qu'elle avait prévue.
Maman, j'ai dit, gardant mon ton mortellement égal et parfaitement articulé. Dites à oncle Oscar et à tante Béatrice exactement pourquoi vous conduisez actuellement une voiture de location bon marché. Dites-leur ce qui ne va pas avec votre berline. Elle est au garage, a balbutié Sylvie, sa voix tremblante alors qu'elle regardait frénétiquement Victor pour le soutien. La transmission est tombée en panne de manière inattendue. Je vous l'ai dit au téléphone il y a des semaines. Tu es une menteuse, j'ai dit clairement. Le mot est resté en suspens dans l'air, lourd et complètement impardonnable. J'ai ouvert le classeur rouge et j'ai tourné directement à la première page à onglet fluo. J'ai sorti une photographie couleur haute résolution fournie par le rapport de police et je l'ai laissée tomber sur la table directement devant Oscar. C'était une photo de la berline de Sylvie. Tout l'avant était écrasé vers l'intérieur comme une canette de soda en aluminium jetée. Le pare-brise était complètement brisé en une toile d'araignée de verre. Les airbags étaient déployés et tachés. C'était une perte catastrophique totale. Damien conduisait sa voiture il y a 3 semaines, j'ai expliqué à la pièce, ignorant complètement le halètement aigu et soudain d'horreur de Sylvie. Il était fortement intoxiqué. Il a grillé un feu rouge à 70 km/h et a complètement percuté l'arrière d'une mini-fourgonnette familiale. Et parce que Damien a un casier judiciaire étendu et un permis suspendu, il est légalement répertorié comme conducteur exclu sur sa police d'assurance. Prime Mutual Insurance a complètement rejeté la demande. J'ai sorti le dossier de poursuite officielle du greffier du comté et je l'ai glissé à côté de la photo de l'accident. Ils poursuivent actuellement Sylvie personnellement pour 14 500 $ de dommages matériels en raison d'une subrogation. Elle n'a pas de voiture au garage. Elle est effectivement en faillite. Et c'est exactement pourquoi Victor était si incroyablement désireux de remettre les clés de ma Porsche à Damien. Ils avaient désespérément besoin d'un véhicule de remplacement. Et ils étaient parfaitement disposés à le laisser conduire mon bien sans assurance. S'il avait crashé ma voiture, mon assurance aurait refusé la réclamation, et c'est moi qui aurais fait face à un procès massif. C'est moi qui aurais été financièrement ruiné pour protéger son secret. Oncle Oscar a pris le lourd document légal. Son visage est devenu d'un rouge furieux alors qu'il parcourait le texte juridique. Il a regardé Victor d'un air aigu. Tu m'as menti, a grogné Oscar, ses mains se serrant en poing. Tu m'as demandé un prêt personnel massif la semaine dernière pour des réparations de toit d'urgence. C'était pour ce procès? Ne l'écoute pas, Oscar, a crié Victor, sa fausse faiblesse disparaissant instantanément. Il s'est redressé complètement dans son fauteuil inclinable, pointant un doigt tremblant et rempli de rage vers moi. Il déforme les faits. Damien a fait une erreur. Nous sommes une famille. Nous protégeons notre propre sang. Protégez les vôtres, j'ai ri, un son dur et amer qui ne contenait aucune trace d'humour. J'ai pris le classeur bleu et j'ai tourné mon attention directement vers Clara. Clara, j'ai dit doucement, adoucissant délibérément ma voix pour ne pas l'effrayer davantage. Ils t'ont dit qu'ils conduisaient ma voiture pour un entretien d'embauche très important. N'est-ce pas? Ils t'ont dit qu'il avait besoin d'avoir l'air d'un directeur régional prospère pour assurer un avenir à ton enfant. Clara a hoché la tête lentement, de grosses larmes montant dans ses yeux et coulant sur ses joues. Il a mis un costume. Il m'a dit qu'il allait obtenir un salaire élevé avec des avantages médicaux complets pour le bébé. Il t'a menti, Clara. Ils t'ont tous menti. Ils te mentent depuis le jour où tu l'as rencontré. J'ai ouvert le classeur bleu et j'ai sorti une grande feuille dépliante. C'étaient les données de suivi GPS de ma Porsche agrandies à la taille d'une affiche à l'imprimerie. Je les ai posées sur les documents d'assurance sur la table. Voici les données de suivi satellite inaltérables téléchargées directement du système informatique embarqué de la voiture, j'ai expliqué, pointant les horodatage surlignés. Il a quitté cette maison à 18h15. L'entretien supposé était à 19h à Bellevue. Il n'est jamais allé au nord, à Bellevue. Il a roulé vers le sud. J'ai tracé la ligne rouge épaisse sur la carte avec mon index. Il s'est arrêté à un magasin d'alcool délabré sur la 88e rue. Il a acheté une bouteille de tequila bon marché, puis il est retourné directement sur l'autoroute en direction du casino de la Réserve. Il n'allait pas chercher un emploi pour vous soutenir. Il allait dilapider le peu d'argent qui lui restait dans les poches. Non, a sangloté Clara, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules tremblant violemment. Il me l'a juré. Il a juré sur la vie du bébé. Il a arrêté de jouer il y a des mois. Il a volé l'argent de ton sac à main, n'est-ce pas, j'ai demandé,
la regardant attentivement, connaissant les habitudes d'un toxicomane. Clara a levé les yeux, son visage se tordant de dévastation absolue. Ma part du loyer? Il a dit qu'il l'avait prise pour verser un acompte en espèces sur un berceau dans une boutique du centre-ville. Il n'y a pas de berceau, Clara, j'ai dit, mon cœur se brisant pour sa naïveté. Et il n'y a absolument aucun emploi. Ça suffit, a rugi Victor. Il s'est levé violemment de son fauteuil inclinable, oubliant complètement son bras prétendument blessé, jetant l'écharpe. Il était furieux, son visage violet de rage incontrôlée. Sortez de ma maison. Vous détruisez complètement cette famille. Vous êtes une machine froide et calculatrice. Vous vous souciez plus de papiers légaux et de comptes bancaires que de votre propre sang. Je suis le seul à maintenir cette famille hors de la pauvreté absolue, j'ai rétorqué, m'approchant de lui, refusant de reculer d'un seul pouce. J'ai payé votre facture d'électricité le mois dernier, papa. J'ai payé votre assurance maladie premium pour que vous ne perdiez pas votre couverture. Et comment me repayez-vous? J'ai fouillé dans la mallette une dernière fois. J'en ai sorti le classeur noir. C'était le coup de grâce absolu. C'était le moment que j'avais préparé toute ma vie. Vous pensez que ce n'est qu'une virée, Oscar, j'ai demandé, regardant droit mon oncle. Vous pensez que ce n'est qu'à propos de l'accident de voiture de Sylvie? C'est bien pire. J'ai ouvert le classeur noir. J'ai sorti une épaisse pile de relevés bancaires du compte joint. Il y a 2 ans, Victor m'a convaincu d'ouvrir un compte bancaire d'urgence joint. J'y ai mis $5000 strictement pour les urgences médicales. Il y a 3 semaines, il a retiré chaque centime. Il en avait besoin pour ses médicaments cardiaques coûteux, a crié Béatrice de la cheminée, essayant désespérément de le défendre. Non, Béatrice, il ne l'a pas fait, je l'ai corrigé sèchement. J'ai posé le reçu officiel de virement bancaire sur la table. Il a viré les $5000 entiers directement à King County by Bon. Damien a été arrêté à nouveau pour possession et Victor a pillé mon fonds d'urgence pour le garder hors de prison. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Béatrice a fixé le reçu, la bouche légèrement ouverte, la réalisation la frappant enfin. Mais ce n'est toujours pas le pire, j'ai dit, ma voix tombant dans un calme absolu terrifiant. J'ai fouillé dans la poche arrière du classeur noir. J'ai sorti un document juridique lourdement notarié. J'avais payé à mon avocat d'entreprise des frais massifs pour obtenir ceci lors d'une procédure de découverte financière accélérée ce matin-là. Je l'ai claqué au centre de la table basse. J'ai effectué une vérification approfondie de mon crédit ce matin, j'ai annoncé à la pièce silencieuse, et j'ai trouvé une anomalie massive. Victor n'a pas seulement volé $5000. Damien devait $30 000 à un usurier très dangereux opérant depuis Tacoma. Un homme nommé Vinny. Le visage de Victor est devenu complètement blanc fantomatique. Tout le sang a quitté ses traits. Il a trébuché en arrière d'un demi-pas, heurtant le bord de son fauteuil inclinable, ses jambes cédant. Victor est allé voir Vinny pour sauver son enfant chéri, j'ai continué, m'assurant que chaque personne dans la pièce entendait chaque syllabe clairement. Mais Victor a un très mauvais crédit. Il n'a absolument aucun actif. Alors, Victor a falsifié ma signature sur un document de prêt légalement contraignant. Il a utilisé mon nom, mon excellente code de crédit et mon numéro de sécurité sociale pour obtenir un prêt de $30 000 à taux usuraires. Sylvie a haleté bruyamment, couvrant sa bouche d'horreur pure. Même elle ne connaissait pas la profondeur de sa dépravation. Et voulez-vous savoir ce que Victor a inscrit comme garantie physique pour ce prêt? J'ai demandé à la pièce. J'ai pointé directement le visage pâle et transpirant de Victor. Il a inscrit ma Porsche 911. La dette est due la semaine prochaine. S'il ne paie pas, ils viennent chercher la voiture. C'est exactement pourquoi Victor a donné les clés à Damien. Il n'allait pas à un entretien. Damien conduisait ma voiture au casino pour la remettre à un usurier afin de payer ses dettes de drogue. Mon père a volé mon identité, a falsifié ma signature et a essayé de livrer ma voiture de $130 000 à des criminels. Le silence dans le salon était absolu. C'était un silence suffocant, lourd et toxique. La gravité même de la fraude criminelle planait dans l'air comme une fumée épaisse. Je n'avais pas seulement exposé un mensonge. J'avais exposé une trahison financière massive, calculée et entièrement impardonnable. Je me suis tenu parfaitement immobile au centre du salon, observant la destruction absolue de la façade soigneusement élaborée de Victor. Il ne pouvait pas parler.
Il fixait le document de prêt falsifié sur la table basse comme si c'était un serpent venimeux sur le point de le frapper. Sa poitrine se soulevait, mais la routine de la fausse crise cardiaque avait complètement disparu. C'était une panique authentique et indéniable. J'ai tourné mon attention vers l'oncle Oscar. Je m'attendais à ce qu'il explose de colère contre son frère. Oscar se targuait d'intégrité, de travail acharné et de construction d'une entreprise légitime. Je m'attendais à ce qu'il jette Victor hors de sa propre maison pour avoir commis une fraude criminelle contre un membre de la famille. Au lieu de cela, la troisième torsion inattendue du couteau est venue de l'homme qui, je pensais, comprendrait réellement la gravité de la situation. L'oncle Oscar a lentement tendu la main et a ramassé le document de prêt. Il a lu la signature falsifiée. Il a regardé le taux d'intérêt usuraire exorbitant au bas de la page. Puis il a posé le papier, a soupiré lourdement, s'est frotté les tempes et m'a regardé directement. « Julien, » a dit Oscar, sa voix basse, calculatrice et purement transactionnelle. « C'est très, très grave. C'est une fraude criminelle. Si ce document parvient aux autorités, Victor ira en prison fédérale pour un minimum de 5 ans. Le nom de famille sera complètement traîné dans la boue. Ta mère sera indigente. Ce sera dans tous les journaux locaux. Il mérite d'aller en prison, j'ai déclaré fermement, sans reculer. Il a volé mon identité. Écoute-moi, a interrompu Oscar, levant une main massive pour me faire taire. Tu es un jeune homme très réussi. Béatrice a raison à ce sujet. Tu viens d'avoir une promotion majeure. Tu gagnes un salaire incroyable. Tu possèdes des biens immobiliers de premier ordre. Tu peux facilement absorber un coût de 30 000 $ sans faire faillite. Je l'ai regardé avec une pure incrédulité non filtrée. Ma mâchoire s'est même serrée si fort que mes dents ont grincé. Excusez-moi, je dis que tu dois payer la dette, a exigé Oscar, son ton passant complètement d'un oncle concerné à un homme de main de la mafia protégeant le syndicat. Tu dois payer cet usurier, dégager le titre de ta voiture et enterrer ses papiers définitivement. Tu ne livreras pas ton père à la police. Tu ravales ta fierté, tu paies l'argent et tu protèges le nom de la famille. Pense à ton avenir dans cette famille. Pense à ton éventuel héritage quand nous partirons. J'ai laissé échapper un rire aigu et sincère. Il a résonné fort et amèrement dans la pièce tendue. Mon héritage ? J'ai demandé moqueusement, regardant Oscar comme s'il avait perdu la tête. Quel héritage, Oscar ? Es-tu délirant ? Une montagne de dettes de cartes de crédit cachées ? Une maison lourdement hypothéquée qu'ils sont sur le point de perdre à cause d'un procès d'assurance ? Il n'y a absolument aucun héritage ici. Il n'y a qu'un énorme trou noir de ruines financières. Et tu veux que je jette mon argent durement gagné là-dedans juste pour sauver son ego fragile et ta précieuse réputation familiale ? Tu es un Rossi ! A hurlé Béatrice de la cheminée, rejoignant le camp d'Oscar, son visage tordu de colère. Tu nous dois ta loyauté absolue. Nous t'avons élevé. Nous t'avons logé quand tu étais enfant. Je ne vous dois absolument rien, j'ai dit, ma voix se transformant en un grognement bas et dangereux. J'ai acheté mes propres vêtements depuis que j'avais 15 ans. J'ai payé mes propres frais d'université en nettoyant des toilettes et en faisant des hamburgers. J'ai construit ma propre carrière pendant que vous, les gens, restiez là à protéger un criminel violent. Je ne paierai pas un seul centime de ce prêt falsifié. J'ai déjà transmis ce dossier complet à mon avocat d'entreprise et à la division de la fraude financière de la police. Ce n'est plus entre mes mains. Victor est seul. Petit bâtard égoïste. A sifflé Victor, retrouvant enfin sa voix. Il a fait un pas menaçant vers moi, ses poings serrés, de la salive lui volant des lèvres. Je suis ton père. Je t'ai donné la vie, et je reprends la mienne, j'ai répondu, sans sourciller, le fixant jusqu'à ce qu'il s'arrête net. Avant que Victor ne puisse faire un autre pas, un bruit de grattement fort a rompu l'intense confrontation. Clara s'est levée de la chaise pliante en bois. Elle tremblait violemment, des larmes coulant sans cesse sur son visage pâle, mais sa mâchoire était incroyablement serrée. Elle a marché lentement vers la table basse et a regardé les cartes GPS, le procès-verbal d'assurance et le document de prêt falsifié. « Clara, chérie, » a dit Sylvie nerveusement, tendant la main, sa voix tremblante. « S'il te plaît, assieds-toi. C'est mauvais pour le bébé d'être stressé. Nous allons arranger ça. Damien t'aime tellement. Il est juste perturbé en ce moment. Ne me touchez pas, a dit Clara,
sa voix tremblante mais étonnamment forte et autoritaire. Elle a regardé directement Victor, ses yeux brûlants d'une soudaine et féroce réalisation. Vous m'avez dit que la contusion sur ses phalanges venait de son travail sur le moteur de sa voiture. Victor a dégluti difficilement, détournant soudain le regard, incapable de croiser les yeux d'une femme enceinte. Clara s'est tournée vers moi, sa voix brisée. Damien n'a pas eu cette contusion en travaillant sur une voiture. Il l'a eu quand il m'a poussé violemment contre le mur en plaque de plâtre la semaine dernière parce que j'ai refusé de lui donner ma carte de débit pour ses jeux d'argent. Un halètement collectif a résonné dans la pièce. Béatrice a couvert sa bouche d'un choc sincère. Je voulais partir, a sangloté Clara, serrant ses bras protecteurs autour de son ventre de femme enceinte. Mais Victor m'a dit de me taire. Il m'a dit que Damien était juste stressé à l'idée de subvenir aux besoins du bébé. Il m'a dit que les hommes Rossi avaient mauvais caractère et que je devais apprendre à désamorcer les situations. Il m'a dit que je serais une terrible mère égoïste si je brisais une famille pour une petite poussée. Ma prise sur la poignée de la mallette s'est resserrée jusqu'à ce que mes gants en cuir craquent bruyamment. Le vol financier était exaspérant, mais c'était du mal pur et non dilué. Ils encourageaient activement et consciemment la violence physique envers une femme enceinte juste pour sauver les apparences et garder Damien hors des ennuis. C'est un mensonge complet. A hurlé Sylvie, se précipitant hors du canapé, perdant complètement la tête. Tu es hystérique. Tu ne peux pas partir. C'est mon petit-fils. Il appartient à cette famille. Tu ne vas pas nous l'enlever. Sylvie a tendu la main agressivement, essayant d'attraper le bras de Clara pour la tirer physiquement vers la chaise et la piéger dans le coin. J'ai bougé instantanément. Je me suis placé directement entre ma mère et Clara, utilisant ma taille et mes larges épaules comme une barricade physique solide et inamovible. Ne la touchez jamais, j'ai ordonné, ma voix résonnant comme le tonnerre dans le salon, projetant chaque once d'autorité que je possédais. Si vous faites un pas de plus vers elle, Sylvie, j'appellerai l'agent Ramirez ici tout de suite et je vous ferai arrêter pour agression et coups et blessures. Vous savez que je le ferai sans hésitation. Sylvie a reculé instantanément comme si elle avait été brûlée par le feu. Elle a reculé, trébuchant maladroitement sur le bord du tapis, et est retombée sur le canapé, pleurant bruyamment et de manière incontrôlable. Je leur ai tourné le dos et j'ai regardé Clara. Prenez votre manteau. Nous partons tout de suite. Clara n'a pas hésité une fraction de seconde. Elle a attrapé son sac à main et son lourd manteau d'hiver. Elle a marché vers la porte d'entrée, franchissant le seuil sans se retourner vers les gens qui avaient essayé de la détruire. J'ai ramassé ma mallette en cuir remplie de toutes les preuves indéniables qui allaient bientôt démanteler complètement leur vie. Je me suis retourné pour faire face à ma famille une dernière fois. Victor se tenait près de son fauteuil inclinable. Il semblait vieux. Il semblait entièrement vaincu. Le pouvoir patriarcal qu'il avait exercé pendant des décennies était brisé au sol. Mais son ego toxique exigeait toujours le tout dernier mot. Si tu sors par cette porte avec elle, Julien, a craché Victor, sa voix tremblante de rage impuissante et pathétique. Tu n'as plus de père. Tu es mort pour moi. Tu m'entends? J'ai regardé l'homme qui avait volé mon argent, falsifié mon nom, encouragé un agresseur et essayé de ruiner complètement mon avenir. Je n'ai pas eu de père depuis plus de 10 ans, j'ai dit froidement. J'avais juste un dépendant financier. Au revoir, Victor. J'ai franchi la porte d'entrée et je l'ai refermée fermement derrière moi. Le lourd clic métallique du loquet a sonné exactement comme une porte de prison, les enfermant dans leur propre vie misérable et auto-infligée. La pluie glaciale à l'extérieur me semblait incroyablement rafraîchissante sur ma peau. Elle sentait l'asphalte mouillé, les aiguilles de pin et la liberté pure et non filtrée. Clara était assise sur le siège passager de ma voiture de location, frissonnant de froid et pleurant silencieusement dans ses mains. J'ai mis la lourde mallette dans le coffre, je me suis assis au volant et j'ai mis le chauffage à fond pour la réchauffer. Nous nous sommes éloignés du cul-de-sac soigné, les fausses maisons coloniales disparaissant dans le rétroviseur, et nous n'avons pas regardé une seule fois en arrière. Où allons-nous? A demandé Clara doucement, s'essuyant les yeux avec sa manche humide. Je vous emmène dans un hôtel haut de gamme en centre-ville pour ce soir. C'est pour moi, j'ai dit, gardant mes yeux fixés sur la route sombre devant nous. Demain matin, je vais vous aider à engager l'avocat spécialisé en droit de la famille le plus impitoyable de Seattle. Nous allons déposer une ordonnance de protection stricte contre Damien et Victor, et nous allons obtenir la garde exclusive absolue de votre bébé avant même qu'il ne naisse.
Ils ne vous toucheront plus jamais, ni lui. Ils vont me combattre, a-t-elle murmuré, terrifiée par les gens qu'elle venait de fuir. Victor a dit qu'ils avaient des avocats de famille chers. J'ai souri sombrement. Les lumières néons de la ville se reflétaient dans mes yeux. Ils n'ont absolument pas d'argent, Clara. Ils ont un procès d'assurance massif en cours. Un usurier violent qui leur souffle dans le cou. Et plusieurs accusations de fraude criminelle sur le point de tomber sur la tête de Victor. Ils n'ont aucun levier. Nous avons la vérité absolue. Nous avons les documents. Et nous avons les fonds pour les combattre jusqu'à la terre. Les 3 mois suivants ont été un flou absolu de bureaucratie juridique intense, de dépositions et d'audiences. Mais pour la toute première fois de ma vie, j'ai géré une crise sans une once de peur ni de culpabilité persistante. Damien n'a pas obtenu de libération sous caution. Entre le vol de voiture, la conduite avec un permis suspendu, le mandat d'arrêt pour conduite sous influence antérieure et les nouvelles informations concernant ses dettes, le juge l'a considéré comme un risque de fuite extrême. Il est resté dans une cellule de prison de comté froide en attendant son procès. Finalement, face à la montagne de preuves indéniables que j'ai fournies, y compris les journaux de suivi GPS et sa confession arrogante au magasin d'alcool, son défenseur public surchargé l'a forcé à accepter une négociation de peine stricte. Il a été condamné à 2 années complètes de prison d'État avec des cours de gestion de la colère obligatoire, des tests de dépistage de drogues aléatoires et 3 ans de probation incroyablement stricts. Dès sa libération, le château de cartes soigneusement construit de Victor et Sylvie s'est complètement effondré, se transformant en poussière. Le procès en subrogation de Prime Mutual Insurance a abouti avec succès. Pour payer le jugement écrasant de $15 000, et pour rembourser le terrifiant usurier dans lequel Victor s'était follement empêtré pour éviter de se faire briser les jambes, ils ont été contraints de vendre rapidement leur belle maison coloniale à une perte massive. Ils ont déménagé dans un appartement exigu et déprimant de 2 chambres dans une ville délabrée à 30 miles de leurs amis du country club. La division de la fraude a enquêté sur Victor. Il a de peu évité la prison parce que j'ai accepté un règlement civil où il a abandonné le peu d'actifs microscopiques qui lui restaient, ruinant ainsi son crédit pour toujours. Oncle Oscar et tante Béatrice ont complètement cessé de leur parler. Oscar ne pouvait pas supporter l'humiliation publique du prêt falsifié et des accusations criminelles associées au nom de Rossi. L'ostracisme au sein de la famille élargie était absolu. Sans leur public captif et leur bouc émissaire financier préféré, Victor et Sylvie se sont simplement étiolés dans l'insignifiance. Dans mon cabinet, la rumeur avait inévitablement tourné. Mon patron, Henri, un cadre de haut niveau sérieux qui ne tolérait pas les drames personnels, m'a appelé dans son vaste bureau d'angle surplombant la skyline de Seattle. Je suis entré m'attendant pleinement à une réprimande sévère ou même à un licenciement pour le cirque juridique entourant ma vie. Au lieu de cela, Henri m'a fait signe de m'asseoir et m'a versé une tasse de café haut de gamme préparée à la goutte. J'ai entendu par le service juridique parler de l'affaire de fraude d'identité impliquant votre père, a dit Henri, appuyé contre son immense bureau en acajou, m'analysant. J'ai vu les documents méticuleux que vous avez déposés pour garantir vos actifs et bloquer votre crédit. Je suis profondément désolé si cela a été une distraction pour le cabinet, monsieur, j'ai dit formellement, gardant ma posture rigide. Ne vous excusez pas, a interrompu Henri, levant une main pour m'arrêter. Je passe mes journées à examiner des profils de gestion des risques complexes, Julien. Vous avez identifié une responsabilité personnelle catastrophique massive. Vous avez recueilli des preuves empiriques indéniables. Vous avez exécuté une stratégie défensive impeccable et vous avez complètement neutralisé la menace pour votre portefeuille sans laisser la sentimentalité ou l'émotion obscurcir votre jugement. C'est exactement le genre d'efficacité clinique impitoyable dont j'ai besoin au niveau exécutif. Il m'a tendu un épais dossier Kraft. C'étaient les documents d'entreprise officiels pour ma promotion au poste de directeur principal de la gestion des risques, avec une augmentation massive de mon salaire de base, un bureau d'angle et des options d'achat d'actions complètes. J'avais enfin trouvé un environnement qui respectait mes limites, valorisait ma logique et récompensait mon travail acharné au lieu de me punir d'être un succès. 10 jours après l'arrestation spectaculaire au Liquor Barn, le service de police a officiellement libéré ma Porsche 911 du parking de la Fourrière. J'ai pris l'après-midi et je l'ai conduite directement chez Gustave. Gustave était un expert en restauration automobile méticuleux et à l'ancienne, qui tenait un atelier de detailing haut de gamme à la périphérie industrielle de la ville. Gustave a lentement fait le tour de la voiture, inspectant la tache de cendre de cigarette sur le capot et sentant la légère odeur persistante de tequila éventé et de tabac bon marché à l'intérieur de l'habitacle.
Il a secoué la tête avec un dégoût absolu. Quelqu'un n'a pas respecté la machine, Julien. C'est un crime. Je veux que tout soit complètement purgé, Gustave, je lui ai dit, lui tendant les clés. Je veux que les tapis soient lourdement shampouinés et extraits. Je veux que le cuir premium soit conditionné 2 fois. Je veux un traitement complet à l'ozone pour le système de ventilation. Je veux que cette voiture ait l'air, le toucher et l'odeur comme si Damien n'avait jamais existé. Quand j'ai récupéré la voiture 3 jours plus tard, elle était absolument impeccable. La peinture gris ardoise brillait parfaitement sous le soleil de l'après-midi, ressemblant à du verre liquide. L'horrible odeur de fumée avait complètement disparu, remplacée par le parfum frais et riche du cuir neuf et de la liberté absolue. Je suis rentré chez moi. J'ai garé la Porsche précisément au centre de mon allée. J'ai regardé l'endroit où se trouvait autrefois la tache d'huile foncée. J'avais passé 2 heures épuisantes à genoux à la frotter avec un dégraissant industriel et une brosse métallique jusqu'à ce que le béton soit à nouveau propre. C'était un travail difficile, mais c'était mon travail, et cela nettoyait ma propriété. Plus tard ce soir-là, je me suis assis sur mon porche avec une tasse de café noir chaud, regardant le coucher de soleil sur la banlieue calme et paisible. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Ce n'étaient pas mes parents. J'avais bloqué leur numéro de façon permanente, et l'ordonnance d'éloignement que Clara et moi avions déposée les maintenait physiquement et légalement très loin. C'était un message texte de Clara. En pièce jointe, une photo haute résolution d'un magnifique nouveau-né en parfaite santé, enveloppé dans une douce couverture d'hôpital bleu, dormant profondément. Texte, fait la connaissance de Léo. Il est en parfaite santé. Nous sommes en sécurité dans notre nouvel appartement. Les documents de garde ont été acceptés. Merci pour tout, oncle Julien. J'ai souri. Un vrai sourire chaleureux qui a atteint mes yeux pour la première fois depuis très longtemps. Oncle Julien. J'aimais beaucoup ce son. Cela sonnait comme une famille. Une vraie famille construite sur le respect, pas sur l'extorsion. J'avais perdu un frère au système carcéral. J'avais perdu mes parents à cause de leur propre avidité et de leur manipulation toxique. J'avais perdu toute l'illusion d'un filet de sécurité biologique. Mais j'avais gardé ma dignité durement acquise. J'avais protégé agressivement mon avenir financier. Et surtout, j'avais aidé à sauver une mère vulnérable et son enfant innocent d'un cycle générationnel sans fin d'abus et de vols qui les aurait complètement détruits. J'ai pris une gorgée de mon café, qui avait le goût d'une victoire absolue et indéniable. Certaines personnes vous diront toujours que la famille est tout. Elles vous diront que vous devriez pardonner toute transgression, tout vol et tout abus simplement parce que vous partagez le même sang. Mais j'ai appris la leçon la plus chère et la plus précieuse de toute ma vie. Ce mardi soir pluvieux. On ne peut pas s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Surtout quand ce sont eux qui tiennent l'essence et les allumettes. Il faut tracer une ligne dure, protéger ses biens et s'éloigner.